Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et on commente l'actualité aujourd'hui avec Matteo Ghisalberti. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de Putsch, le nouveau média franc-tireur. Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour à vous. Michel Taube, fondateur du site d'information opinion internationale. Vous avez également fondé Ensemble contre la peine de mort. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Bonjour à vous, Sophie. Racisme, violence, y a-t-il un problème avec la police française? Et au-delà de ça, y a-t-il un problème dans la société? Qu'avez-vous pensé des manifestations de ce week-end? On va parler du déconfinement. Est-ce qu'il faut accélérer ce déconfinement? On va revenir sur les propos de Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique, qui vous l'avez peut-être entendu dans le zapping, affirmait que c'était peut-être pas forcément la meilleure idée que d'avoir confiné totalement. Voilà. Et puis le gouvernement veut créer sa propre commission d'enquête. À quoi peut bien servir un autocontrôle? On va essayer d'aborder tous ces débats. Peut-être Matteo, on est dans la continuité de notre débat précédent sur le foot. On vous écoute. Oui, c'est un peu mon coup de cœur. Alors, je précise que je ne suis pas du tout un expert de foot, mais je trouve que la possibilité de faire repartir le championnat français serait une bonne idée, et d'ailleurs aussi d'autres championnats, naturellement à huis clos. On a vu que la Bundesliga allemande, donc le championnat allemand, a recommencé. L'Italie va recommencer le 20 juin et le 13 déjà. On aura des nouveaux matchs de la Coupe d'Italie. Le 17, il y aura aussi la finale de cette coupe. Je ne suis pas un expert, je répète, mais j'estime que on a vu que on peut accélérer le déconfinement tout en restant prudent, parce que je suis très prudent. Je continue à utiliser mon masque, moi, et donc j'estime qu'il faut toujours rester un peu sur ses gardes. Mais ça ferait du bien aussi au moral des Français. De pouvoir recommencer à voir le match de foot, commencer à refaire des idées. Et puis, en tout cas, de toute façon, je me dis, si il y a des gens qui sont autorisés à manifester en France et en Italie et aussi dans d'autres pays pour plusieurs raisons, comme on a vu dans ces derniers jours, pourquoi ne pas permettre à 22 footballeurs de jouer l'un contre l'autre, tout en respectant une série de protocoles de santé. Et Matteo, et le tennis? Moi, je suis désespérée. Très bien. Ça va avoir lieu en ce moment. Roland Garros, c'est une merveille. Et là, c'est encore, j'allais presque dire, moins dangereux, entre guillemets, parce que effectivement, il faut être raisonnable. Mais c'est désespérant. On a essayé de repousser ça en septembre, octobre, on ne sait pas. Et il n'y a vraiment pas de raison. Et on a besoin effectivement de retrouver une forme de vie normale dans le plaisir. Il y a beaucoup de déprimés en ce moment. Oui, Jean-Luc. Il y a une raison principale que tout le monde connaît, qui s'appelle le public. Et évidemment qu'on peut jouer de manière confinée dans des stades vides. C'est pas très intéressant. Le Roland Garros en stade vide, c'est pas intéressant. Le foot en stade vide, ça touche tous les sports, pas uniquement le football, ça touche même la natation. Donc clairement, les décisions ont été prises très rapidement en France. On peut le comprendre par rapport au confinement. On peut le comprendre, hein. Oui. On peut comprendre la décision. D'autres pays qui ont été beaucoup plus touchés que nous, je pense évidemment à l'Italie, entre autres, proportionnellement plus touchés, redémarrent plus vite. Maintenant, les décisions ont été prises. Alors, pas d'inquiétude, Roland Garros aura lieu en septembre, le Tour de France aura lieu fin août et en septembre, le Tour d'Italie aura lieu juste après, le Tour d'Espagne aura lieu, ça va être drôle d'ailleurs, aura lieu en octobre, novembre. Le Tour d'Espagne, c'est une cyclisme aussi. Bon, je vais pas faire tous les sports. Voilà. Le seul sport où c'est plus compliqué, je dis c'est un des seuls sports, c'est le rugby, car on fait des mêlées. Et les mêlées en rugby, évidemment, on est un peu plus proche que dans d'autres sports. Voilà. On a carrément collé. Aussi, moi, je suis un spécialiste de tout ça, je regrette tout. Parce que, je vous le dis, j'ai un peu de temps les après-midi, qu'est-ce que je fais? Je suis sur l'équipe TV et je regarde les étapes du Tour de France de 2011, 2012, 2013. Je connais déjà le résultat, mais c'est pas grave. Je continue à regarder. C'est la beauté du sport. Je regarde le Dauphiné libéré qui est repassé ou le Tour d'Italie. Voilà, je vous le dis. On délaisse c'est comme ça. Non, mais Jean-Luc. Michel Taube, attendez.
pour aller dans le sens de Mathéo, moi je suis pas non plus un spécialiste des stades de foot. J'aime beaucoup le foot, mais je vais peu dans les stades. Mais c'est tellement symbolique de la façon dont le gouvernement français a géré cette crise. D'abord avec une très très grande, avec beaucoup de retard et une grande brutalité. Encore une fois, on se souviendra longtemps de ce 14 mars où à 16h, le Premier ministre ordonne à tous les commerces de fermer dans les 4h30 qui suivent. Franchement, c'était quand même extrêmement violent. Et ensuite, comment on a du retard à entrer dans le déconfinement avec des mesures, encore une fois, très administratives, très bureaucratiques, qui font qu'il y a un manque de souplesse et un manque d'adaptation. Et c'est quand même un comble que nos amis italiens reprennent le foot avant nous, alors qu'encore une fois, le coronavirus y a frappé encore plus fort qu'en France. Donc vraiment, je pense que c'est un très très bon symbole des erreurs qui ont été commises par les pouvoirs publics. Et ça nous coûte très très cher. Ça nous coûte, pas le foot, mais l'arrêt de l'économie et les retards dans la relance de l'économie opérationnelle, ça nous coûte plus d'1 milliard d'euros chaque jour. La France perd du terrain. Pourquoi on attend le 22 juin pour déconfiner plus si on considère qu'on est... On va en reparler. On va en parler certainement tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Une toute chose. Je réponds à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi aussi, je regarde encore certains matchs, mais pour rigoler, parce que j'essaie toujours de voir s'il y a l'Italie dans le championnat du monde de 2016, mais je ne la trouve pas. Mais bon, voilà. Bon, on va revenir sur le déconfinement. Oui, vous travaillez beaucoup, effectivement, vous regardez les matchs l'après-midi. Sophie, un coup de cœur. Oui, moi j'ai un coup de cœur. J'ai essayé de sortir un peu de tout ça et j'ai lu ce week-end, pas tout à fait fini d'ailleurs, le livre de Woody Allen, qui est une... Sa biographie. Sa biographie, mais c'est bien plus que ça parce que c'est les États-Unis qu'on aime qui sont racontés, c'est le monde de Hollywood. C'est un talent de plume incroyable, un humour, mais que vraiment c'est un grand livre. Enfin, vous avez des traits d'humour 3 fois par page, une espèce de distanciation. Vous savez, c'est du Woody Allen, on a l'impression de l'écouter, une espèce de complexe incroyable qu'il met en avant. Et moi, je pense que c'est important parce que c'est invraisemblable. Même pour publier ce livre en France, les éditeurs ne voulaient pas parce que il y avait une révolte féminine contre ce dont il a été accusé et ce dont la justice l'a exempté quand même. Donc il fait effectivement un point sur ça, mais ça va bien au-delà. Il a gardé cette distance et je trouve que c'est aussi un souffle pour la liberté d'expression, parce que je trouve ça incroyable que maintenant les éditeurs aient peur de publier des livres parce qu'ils mais je crois aussi que France Inter a refusé les publicités pour le livre. Oui, c'est ce que j'ai lu ce week-end. C'est invraisemblable et on a une censure inimaginable. La police de la pensée, Sophie. Oui, la police de la pensée. Et là, Woody Allen, c'est le symbole de l'anti-police de la pensée, avec une liberté de drôlerie, d'expression, une forme de modestie incroyable. Je ne critiquerai pas comme lui Mia Farrow, etc. Il raconte toute sa vie, mais avec des trucs dingues qui par contre laissent le public indifférent. Donc vraiment, c'est donc vous nous le conseillez, c'est paru chez Stock, effectivement. Oui, chez Stock. Chez Stock. Le coup de cœur de Michel Taube. Alors écoutez, je voulais parler d'un coup de gueule parce qu'il y a une très grosse pollution dans le nord, vers les pôles nord. Mais là, j'étais très très surpris par la sortie d'Agnès Buzyn ce matin, qui essaye de relancer sa campagne pour les élections municipales, mais qui là franchement a une très très bonne idée. Parce que là aussi, on est au cœur des tentatives de sortie de crise économique. Et elle a proposé ce matin sur une radio concurrente, mais néanmoins amie de Sud Radio, sur RTL, de proposer aux commerçants de pouvoir travailler plus tard le soir et d'ouvrir le week-end, notamment le dimanche, pour récupérer le chiffre d'affaires perdu pendant les 2 mois de confinement. Et elle a mais Michel, vous plaisantez! Vous plaisantez, les gens ne bossent pas. Je ne plaisante. Attendez, je peux finir, Sophie. Je croyais que vous représentiez les intérêts des entreprises. Moi, je dis justement, continuez. Je dis que effectivement, la seule solution
pour sortir de cette crise le plus vite possible, c'est de travailler et de libérer les conditions de travail, quitte à augmenter, bien entendu, les salaires des personnes les plus basses. Mais il faut libérer des énergies, il faut libérer le travail. Et si ça doit passer par pouvoir ouvrir, ça ne doit pas être une obligation, le soir et le week-end, eh ben c'est très bien, parce que c'est la liberté d'entreprendre. Et il y a plein d'interdictions réglementaires, bureaucratiques, qui empêchent d'exercer librement une activité, notamment d'entrepreneurs, de salariés qui voudraient travailler le soir, pour pouvoir ne pas avoir à prendre les transports en commun, par exemple, aux heures de pointe. Je suis pour plus de liberté, et c'est comme ça qu'on arrivera à rattraper le retard. Michel, j'applaudis de demain ce discours. J'applaudis de demain ce discours. Le seul problème qui, moi, m'angoisse beaucoup plus, c'est que les gens... Il y a une France qui bosse et une France qui bosse pas. Et moi, je suis quand même stupéfaite que même dans certains magasins, ils aient fermé le lundi de Pentecôte, qui est un jour où on peut faire ce qu'on veut, que les gens aient fait le pont, que les commerces soient fermés. On a l'impression d'une France qui n'a pas compris l'enjeu économique. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. On ne s'en sortira que par le travail et en bossant plus. C'est pas possible autrement. Le chiffre d'affaires doit être rattrapé. Mais on a tellement... C'est un gros mot, le travail. On peut commencer par la Poste, non la Poste qui ouvre de 10h à midi. Et puis alors, les perceptions, moi je suis sidérée qu'en pleine déclaration d'impôt, qui est horriblement compliquée, il n'y a pas une perception d'ouverte, mais c'est complètement fou. Que fait notre administration? Elle est paralysée, elle est confinée. Ça fait partie un peu de notre sujet déconfinement. Jean-Luc Benamia, je vais vous donner la parole dans un instant. Je voulais vous parler, moi, d'une fake news sur laquelle tout le monde a plongé, les médias les plus sérieux, à propos de Donald Trump. Alors Donald Trump, on le malmène assez souvent pour ne pas forcément lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Vendredi, il a fait une conférence de presse consacrée à la baisse du chômage et l'AFP a publié une dépêche en disant qu'il avait invoqué le nom de George Floyd pour dire qu'il s'agissait d'un grand jour pour lui. Personne, je dis bien personne, n'a écouté Donald Trump, personne n'a regardé le verbatim et il se trouve que c'est un raccourci hallucinant, c'est-à-dire qu'il a parlé effectivement du chômage, mais il a évoqué, et cette phrase en fait elle arrive beaucoup plus tard, après avoir évoqué la nécessité que tous les Américains soient traités de manière égale par la police. Donc c'est absolument hallucinant. Et on a l'AFP qui a fait une dépêche rectificative, mais personne n'est allé écouter ce qu'avait dit exactement parce que c'est plus facile. Trump. C'est scandaleux. Vous avez tout à fait raison. Et c'est fréquent dans les médias. Alors est-ce que Matteo a commencé à parler? Matteo. Non, oui, c'est plus facile, mais c'est exactement la même chose que je constate en France et en Italie. Quand il y a des méchants, que pour les médias mainstream, payés d'ailleurs par les contribuables aussi, ils ne sont pas les seuls, hein, mais quand même, les mainstream qui attaquent le méchant du moment, qui est Donald Trump, Viktor Orban, Matteo Salvini, etc. Puis après, on me dira que naturellement, je suis un réactionnaire et tout ce que vous voulez. Mais moi, j'ai tout simplement un amour pour la liberté d'expression. Et j'évalue les personnes pour leur capacité de donner ou pas des réponses, surtout s'ils sont des politiques. Après, je regarde après la couleur politique. Mais bon, c'est plus facile de prendre par définition comme quelque chose de négatif ce que ces personnes disent et de magnifier, glorifier tout ce qu'ils disent les autres, parce que sans ça critique. Et puis on arrive à voter des lois comme la loi Avia, des lois qui empêchent de s'exprimer, qui imposent l'autocensure. Oui, mais ça n'a pas de rapport réel avec ce que je viens de dire. On y revient dans un instant, si vous voulez dire un mot, et puis on aura le coup du cœur de Jean-Luc Benamias également. À tout de suite. De retour avec vous, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Une réaction, Jean-Luc, je vous voyais, ou Michel Taube, sur cette fake news? Moi, la réaction, c'est que plus généralement, bien entendu, les journalistes et des plus grandes rédactions, parce que l'AFP, l'AFP, c'est la rédaction des rédactions, j'ai envie de dire, qui ne vérifient pas leurs sources, c'est évidemment un véritable problème déontologique. On parle beaucoup de déontologie de la police, mais là, je pense qu'il faut aussi parler de la déontologie des journalistes. Il faut saluer
D'ailleurs, peut-être que Valérie, vous le savez, c'est qui a levé le lièvre, qui a été vérifié. Parce que effectivement, c'est tellement, il faut vraiment le saluer, c'est tellement rare que, encore une fois, il faut le souligner. Mais de façon plus générale, c'est vrai qu'il y a une diabolisation du président des États-Unis qui va extrêmement loin, qui est extrêmement massive, qui va au-delà des querelles politiques, des débats internes à la société. Oui, mais justement, Michel. Et que cette diabolisation, j'aimerais terminer, et que cette diabolisation risque en fait tout simplement de se retourner contre ceux qui le diabolisent et de servir la logique qui a amené Donald Trump à la présidence des États-Unis. Parce que l'Amérique profonde, elle ne pense pas comme nous. Elle ne pense même pas comme les républicains actuellement qui sont en train de lâcher Donald Trump. Et que cette logique qui est actuellement à l'œuvre risque, selon moi, de contribuer à la réélection de Donald Trump. Et là, dans ce cas-là, on va encore beaucoup moins rigoler qu'on rigole. Alors, il faut dire une chose. Rapidement. Il faut dire une chose. Chacun le reconnaîtra. Il fait quand même beaucoup d'efforts. Il fait quand même beaucoup d'efforts comme quelques autres, comme M. Bolsonaro et comme quelques autres. C'est-à-dire dans la provocation absolument régulière, alors il faut faire attention aux fake news, bien sûr, mais pour le reste, clairement, parfois, on pense que c'est des fake news. Non, il a dit des choses absolument incroyables. Regardez. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas la peine de lui en faire dire plus. C'est ça que je voulais dire. C'était plus. Oui, après, on sort de Trump et du truc. C'est-à-dire que c'est juste sur le fond où on crée un raccourci. Alors après, on peut dire que c'est dégueulasse qu'il évoque que le nom de George Floyd soit dans sa bouche, mais c'est vrai que. Alors, c'est tout à fait vrai, mais juste un petit mot. Jean-Luc n'a pas fini. Jean-Luc n'a pas fini, Sophie. Ah bon ? C'est gentil. Je dois beaucoup exprimer aujourd'hui, là, pour l'instant. L'information continue donne ça, malheureusement. C'est-à-dire que ça donne de la rapidité. Et moi, je veux bien qu'on fasse des erreurs, mais il faut les reconnaître, quoi, dans ces cas-là. Et c'est clair pour plein d'informations sur les chaînes en continu. On le voit absolument régulièrement, quelle que soit d'ailleurs la tendance qui a été déclarée. Mais je suis surpris de la non-vérification d'un certain nombre de domaines. Prendre du temps, lire et être en capacité de parler d'un certain nombre de sujets. J'ai été journaliste de métier pendant 25 ans. Des fois, je ne comprends pas ce qui se passe, parce que quel que soit le sujet et quelle que soit l'obédience, sérieusement, il y a des erreurs factuelles absolument énormes. Non, mais là, c'est l'AFP. On parle de l'AFP. On parle de l'agence France-Presse. J'ai vu d'autres Valérie de l'AFP. Impardonnable. Et juste un petit mot, parce que c'est impardonnable de la part de l'AFP. Et alors, il faut quand même signaler aussi que l'habitude des rédactions, des radios et des télévisions de tweeter leurs émissions contribue vraiment à des raccourcis qui sont insupportables. Je veux dire, on peut entendre à la radio, moi ça m'arrive très souvent d'écouter une émission de télévision ou de radio, de regarder en même temps ce qui se tweet, même mes propres propos qui sont raccourcis en une demi-phrase sans avoir expliqué ce que j'avais dit avant et ce que j'ai dit après. Et ça, c'est très grave parce que ça contribue complètement aux fake news et à la désinformation. Et effectivement, les radios tweetent dans le sens de leur position politique, celui qui tweet lui-même d'ailleurs. Il gardera le moment qui convient à sa propre opinion. Il faudrait que les télés et les radios vérifient beaucoup plus les tweets. Un mot, Matteo Ghisalberti. Rapidissime, deux choses. On continue à monter des bureaux de contrôle, fact-checking, je ne me rappelle même plus comment on l'appelle en français. Mais après, le résultat, c'est celui-ci. Franchement, je dis, arrêtons de faire ce travail. Alors Libération a fait le fact-checking. Libération a fait le fact-checking sur le sujet. Par contre, je vous donne trois mots. Xavier Dupont de Ligonnès. Vous vous rappelez? Voilà. Donc, c'est la deuxième de l'année. Voilà. Ouais. Allez, Jean-Luc, rapidement, votre coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur un peu spécial, mais c'est par rapport au défenseur des droits, Jacques Toubon. Me semble-t-il. Moi, je connais un peu Jacques Toubon historiquement, je l'ai côtoyé au Parlement européen, d'accord, mais sur la façon dont le défenseur des droits défend les droits dans le pays, je trouve ça vachement bien. J'aurais pu dire la même chose de Dominique Baudis à l'époque. Chaque fois, ils prennent leur rôle au sérieux et c'est, comment dire,
c'est ouvert, ça ne dénonce pas des choses qui seraient de droite ou de gauche, on s'en fout. Ça dénonce un certain nombre d'atteintes aux libertés. Et je trouve que Jacques Toubon se débrouille très bien. Voilà. Alors, un tout petit bémol, c'est formidable qu'il y ait des médiateurs et des défenseurs. Moi, je suis un peu stupéfaite du niveau de salaire de toute cette haute administration, de ces nominations permanentes, il y en a partout. C'est des salaires dont on n'a plus les moyens de faire ça. Et donc là, il faudrait un tout petit peu réfléchir à ça. Bon, c'est ce que vous aviez dénoncé la semaine dernière avec l'accumulation des commissions, délégations et autres comités, en particulier sur la santé. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. Racisme, violence, le problème, y a-t-il un problème de violence dans la police et de racisme? On en parle avec vous, 0826 300 300, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi et donc on revient sur ce qui s'est passé ce week-end et un peu partout dans le monde, mais particulièrement en France, des manifestations contre les violences policières qui se sont tenues dans plusieurs villes, malgré les interdictions sanitaires, mises sous pression par la multiplication de ces manifestations contre le racisme et les violences. Emmanuel Macron a demandé à Édouard Philippe de lui faire rapidement des propositions pour répondre à ces questions. Il a demandé à Christophe Castaner de faire aboutir rapidement le travail qui a été engagé en janvier dernier, qui consistait à faire des propositions pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre. A-t-on un problème avec la police et en particulier problème de racisme? Qu'en pensez-vous? Qui veut commencer? Personne. J'y vais. Alors, Mathéo. Non, alors je pense que c'est pas trop tard de se rappeler que effectivement il faut peut-être faire le point sur la déontologie des policiers qui sont exposés à des risques très importants, qui sont les risques du terrorisme, qui ont été les risques du Covid-19 parce qu'ils avaient pas des masques non plus, qui sont sous-payés et qui travaillent vraiment dans des difficultés. Vous avez oublié, Mathéo, vous avez oublié de citer les risques des gilets jaunes aussi, par exemple. Alors, et là, des manifestations des retraites, parce que ça a contribué aussi à l'augmentation des violences sociales qui expliquent qu'on dénonce aujourd'hui des violences policières, vous ne croyez pas? Ce que je dis, c'est que j'estime que c'est pas trop tard de faire un point sur la déontologie parce qu'on l'a pas fait justement quand il y avait les gilets jaunes et les autres manifestations, dans le sens que le gouvernement, le ministre de l'Intérieur a justifié tous les actes violents qui ont été dénoncés. Et on se rappelle que des gens ont perdu des yeux, des bras, des jambes, tout ce que vous voulez. C'était une révolte à réprimer. Et stop. Là, oui, on ne faut pas exagérer sur ils ont perdu tout ce que vous voulez quand même. Et non, mais je veux dire. Non, mais il y a pas. Je pense pas qu'il y a de problème avec la police. Il y a des problèmes avec certains policiers. Bah forcément. Pas pareil. Oui, parce qu'il y a des policiers qui sont tout à fait dans le dialogue, qui l'ont été aussi avec les Gilets jaunes, qui l'ont été aussi avec les contestataires, enfin je veux dire ceux qui manifestaient contre les réformes des retraites ou de la RATP avant, de la SNCF avant. Ceci dit, c'est intéressant de voir que, par exemple, il y a des voix comme celle de Patrick Carteron qui a été interviewé il y a quelques jours par mon associé Nicolas Vidal. Il disait, moi je voyageais beaucoup et j'ai vu beaucoup de types de police à l'étranger. Parfois, la police française est un peu violente. Je résume ce qu'il a dit. Mais je peux dire aussi que, en ce qui me concerne, j'ai vu la police américaine, quand j'ai habité aux États-Unis, si elle te dit levez les mains, tu peux lever les mains. Hein. Oui, comment Voilà. On a très peur. On a très peur. On peut te tirer dessus si tu bouges les mains du volant. Bon, il a mis les mettre sur le toit de la voiture pour m'arrêter pour un contrôle. En France, on n'en est pas là. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent que la police est raciste, etc. Déjà parce que ça suffit de regarder combien de personnes de toutes les couleurs épidermiques on a dans la police et dans l'armée d'ailleurs aussi. Donc arrêtons de faire cette bazar pour soutenir. En tout cas, ils ont subi. La police est un corps qui a subi des attaques permanentes. C'est extrêmement violent. En plus, on a des policiers tués chez eux devant ses enfants. Et quand on voit par des terroristes.
Et quand on voit les policiers, j'ai vu pendant ce week-end, j'étais pas loin d'une manif, il y a des policiers qui sont là avec des gens qui manifestent contre eux. C'est-à-dire que la haine des manifestants, c'est contre eux. Comment voulez-vous qu'ils soient souriants et détendus? D'ailleurs, on ne le verrait pas d'ailleurs. Non, mais je crois qu'attaquer notre police n'est pas une bonne chose. Par contre, avoir une véritable sévérité, quand on peut prendre sur le fait, et quand on a la preuve, bien sûr, qu'un policier a été violent, il faut une sévérité immédiate et impitoyable, c'est vrai. Mais arrêtons d'attaquer notre police. Jean-Luc Benamias, pardon. Je vous entends. J'ai l'impression qu'on ne vit pas la même chose et qu'on ne regarde pas la même chose aux actualités et dans la rue. Excusez-moi, ça fait des mois, ça fait des années, et même avant les Gilets jaunes, dans les manifs sociales, où un certain nombre de policiers, ce n'est pas la police en général, un certain nombre de policiers ne savent plus s'arrêter et sont d'une violence extrême. Je pense et les manifestants de la nuit debout qui tuaient, qui tapaient tout le monde, je me suis trompé, j'ai dit tuer. Est-ce qu'on peut exprimer des choses différentes? J'exprime une chose différente par rapport à cela. Et ça n'est pas pour rien que j'ai donné un coup de cœur à Jacques Toubon. Jacques Toubon ne peut pas être accusé d'être un gauchiste historique, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, quand il parle des violences policières, il en parle directement. Alors après, dire que toute la police est raciste, c'est idiot. Mais dire qu'il existe dans la police des gens qui sont racistes, ça n'est pas idiot. C'est exactement ce qu'a sorti ce qu'on vient de voir sorti. Il existe des sondages au niveau de l'opinion publique en général. Eh bien, malheureusement, dans les sondages d'opinion publique, dans la police, et malheureusement aussi dans la gendarmerie et dans l'armée, oui, plus majoritairement que dans la population, une partie des policiers se retrouvent dans le langage du Front National. Alors, dire que toute la police est raciste ou qu'elle est violente, sûrement pas. Non. Dire qu'il existe des problèmes de violence policière... Ça, c'est l'attitude de la gauche qui veut justifier... La gauche, pour la gauche, ça, c'est l'attitude de la gauche qui dit que dès qu'il y a une petite contrôle, c'est du fascisme. C'est insupportable. Pas tous en même temps. La gauche, c'est toujours occupé de la police aussi. Ouais. Je vous rappelle que les syndicats existent dans la police. Les syndicats voulaient tuer du flic il y a quelques années. Ils faisaient des pancartes. La CGT aussi. Je parle des syndicats de policiers. Pas tous en même temps. Je parle de l'UNSA Police. Je parle de la SGP Police. Des syndicats de policiers qui existent et qui essayent, dans leur domaine, de faire que, quand ils aperçoivent qu'il y a des violences policières dans leur secteur, essayent de les dénoncer aussi. C'est pas facile pour la police, la situation d'aujourd'hui. Elle est encore moins facile pendant la période du confinement et après le confinement. Mais dire qu'il n'y a pas de violence policière ici ou là, ça n'est pas possible. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Alors, Michel Taube. Non, mais moi, je suis, pas du tout d'accord avec le climat actuel. Moi, je suis un ancien militant de l'ALICRA. J'ai créé une ONG de défense des droits d'homme. Je me suis battu pour des condamnés à mort américains comme Mumia Abu Jamal, Odell Barnes et d'autres. Donc je sais de quoi je parle. Et je trouve vraiment absolument dangereux et scandaleux aujourd'hui cette petite musique qui est en train de s'installer. Parce que derrière la police, qu'est-ce qu'on vise? On vise la France, l'ensemble de notre pays. Le discours qui est en train de s'installer, c'est de dire la police est raciste, les Français sont racistes. Oui. Premièrement. Et deuxièmement, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une racisation aujourd'hui des discours. Les Noirs contre les Blancs. Écoutez, hier soir, Yannick Noah sur France 2, qui se dit gêné que des sportifs blancs ne réagissent pas au sort de sportifs. Mais parce que nous sommes des mâles blancs et nous sommes coupables par définition. D'abord, c'est oublié. D'abord, c'est oublié que Yannick Noah, il est métis parce qu'il n'est pas noir. Yannick Noah, sa mère est une blanche, comme il dit. Comme d'ailleurs la mère de Barack Obama. Je m'en fous de couleur. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une racisation. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Il y a une racisation des discours aujourd'hui qui est extrêmement dangereuse, et il y a cette petite musique qui s'installe, qui s'installe depuis longtemps, mais qui arrive sur la place publique et dans les médias et dans les discours des politiques, et notamment évidemment à gauche, qui est de faire croire à nos jeunes concitoyens que la police, et derrière la police, la République est raciste et est contre les Noirs et contre les Arabes.
Mais ça n'est pas vrai. La réalité, c'est que nous sommes dans un des pays les plus libres du monde. Nous sommes dans un des pays où il y a de plus de possibilités pour des personnes originaires de minorités de sortir de là où ils viennent. Et encore une fois, ce discours, c'est une véritable bombe à retardement qui commence à exploser, parce qu'à mon avis, ça commence à exploser. Le rassemblement de mardi dernier en était une preuve, devant le palais de justice, porte de Clichy, en était une première preuve. Et je trouve Michel, vous avez raison, mais juste pour dire une chose, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui est très inquiétant, c'est qu'on nie en France le racisme anti-blanc. Et je suis désolée, il y a un véritable racisme anti-blanc, et donc cette lutte, ça contribue à créer un racisme en France. Et je pense qu'il faut absolument apaiser ça. Et je suis également très inquiète dans ce que disait Michel, très inquiète de voir aussi l'amplification, parce que dès que les médias se saisissent de quelque chose, c'est en boucle non-stop et ça contribue à diviser notre pays et ça m'inquiète énormément qu'on contribue à montrer des images. Non mais vous avez dit plusieurs choses. Je voudrais vous lire le tweet de Sacha qui dit: ramener au prorata de la population, les manifestations contre la police sont minimes mais ça fait du bruit. Alors où se trouve la vérité? Quelques-uns plus brillants que les autres, comme le racisme. Combien se sentent racistes? Très peu. Mais combien en ont marre de cette montée du communautarisme? C'est vrai qu'il y a une amplification aussi dans les médias de ça. Ce matin, je voyais en Seine-Saint-Denis, des policiers ont été victimes d'insultes racistes et frappés lors d'interventions à Drancy. C'est-à-dire qu'il y a pas... Ce débat, il est extrêmement compliqué parce qu'on essaye toujours de mettre les méchants, les bons, etc. La réalité des policiers, c'est qu'ils sont aussi victimes parfois. Maintenant, là où je ne rejoins pas Sophie, c'est sur le racisme. Il y a du racisme anti-blanc, mais sauf que les discriminations des personnes de couleur dans la société, elles sont Valérie, excusez-moi, Aïssa Maïga, mardi dernier, porte de Clichy, qui redit ce qu'elle a dit à la cérémonie des Césars en disant: on ne va pas, la France, on ne va pas vous laisser tranquille. Vous qui ne nous permettez pas, Français d'origine de couleur, d'émerger. Eh bien, Aïssa Maïga, elle mélange tout. Elle part de... Oui, mais surtout parce qu'on lui laisse organiser une manifestation devant avec des débats qui après a provoqué ce qu'on a vu, alors que quand il y avait les gilets jaunes, on ne laissait pas défiler les gens. Enfin, je veux pas faire un mélange. Et puis, moi, je voudrais dire une deuxième chose. Une deuxième chose qui est très importante et que je n'ai pas assez entendue, par exemple, en lisant l'éditorial scandaleux pour moi du journal Le Monde, l'éditorial de samedi sur le racisme et police, qui est à mon avis un vrai scandale. Tout le monde oublie de dire une chose, c'est que la violence urbaine, la délinquance et la violence sociale ont fortement augmenté depuis 2 ans. Pourquoi y a-t-il des violences policières? Déjà, le terme violence policière est anachronique. Parce que la police n'est pas là pour planter des choux. Elle est là pour veiller à l'ordre public. Donc l'exercice de la violence légitime est intrinsèquement lié à la fonction de police. Mais bon, passons. Pourquoi y a-t-il plus de violence policière? Parce qu'il y a plus de violence dans la société. Et personne ne le dit. Je suis désolé. En banlieue, il y a de plus en plus de délinquance. Alors, Jean-Luc, Michel, vu que tu dis que tu étais membre de la LICRA, je te renvoie juste au texte publié ce matin par Mario Stasi, président de la LICRA, qui explique en termes tout à fait honorables, en termes prudents bien évidemment, le fait qu'il y ait évidemment un gros problème dans la police nationale, dans une partie de la police nationale. C'est tout ce que je dirais par rapport à cela. Il n'y a pas un problème dans la population aussi ? Il n'y a pas un problème dans la population? Aujourd'hui, quand des policiers interviennent et qui se font cracher dessus et insulter... Oui, le sujet. Non, mais des deux côtés. J'entends bien. Je n'ai pas. Oui, mais la violence policière, elle vient d'où? Je veux dire, vous vous faites cracher dessus, taper dessus. Vous faites quoi? Ce que disait nier le fait qu'il y ait eu des blessés extrêmement graves depuis 2 ans. On ne nie rien. Mais est-ce que c'est. Mais quel décès? Il y a eu combien de décès? Et en quoi est-ce que le. En quoi est-ce que. Mais en quoi. Non, mais on parle de racisme. En quoi est-ce que la mort d'Adama Traoré est liée à celle de George Floyd? En quoi est-ce que la mort d'Adama Traoré, est-ce qu'il est mort parce qu'il était noir? C'est la question.
J'ai parlé de ce livreur. Qui était en scooter, qui a été mis par terre par les policiers, qui a été étouffé, qui est mort, dont on ne parle quasiment plus. Eh bien, non, on n'a pas arrêté d'en parler, c'est un drame, mais on n'a pas arrêté d'en parler. On l'a pas justifié. Je n'ai pas envie de polémiquer plus que ça avec vous. Je ne suis pas d'accord parce que je pense qu'effectivement nous avons un problème par rapport à la résolution du conflit. Jean-Luc, moi je salue Jean-Luc Benamias. Moi Jean-Luc, une chose qui m'a vraiment profondément choqué. Pourquoi Omar Sy, dans son appel, dans sa pétition, cite-t-il Malik Oussekine? Il cite Malik Oussekine parmi les victimes des violences policières, alors que ça n'a Malik Oussekine, qui était donc cet étudiant, moi j'ai manifesté, j'étais contre la loi de Vaquès, la réforme de l'université en 1986, et pourquoi met-il dans le même paragraphe un Adama Traoré et un Malik Oussekine? Quelle est la relation? Quel est le lien? En quoi cela concerne le même sujet? C'est extrêmement dangereux de faire cela. Et donc, je suis désolé, mais Mario Stasi, que je respecte et que je salue, je pense que c'est dangereux de faire un focus. C'est donner raison à des personnes qui sont en guerre ouverte contre les institutions de la République, parce que derrière la police, ce qui est visé, c'est la République, c'est l'État, c'est l'institution de notre pays. Et on n'a pas à rentrer dans cette logique parce qu'encore une fois, s'il y a eu des excès, il faut les condamner. Oui, il faudrait que les instructions, lorsqu'il y a des bavures, aillent beaucoup plus vite, mais tout va trop lentement avec l'administration parce qu'on est dans un système étatique, bureaucratique, beaucoup trop lourd. Donc il y a des problèmes à régler. Oui, il faudrait envoyer moins de jeunes qui sont à peine formés dans les banlieues pour gérer des questions de police. Il y a plein de problèmes concrets. Mais c'est pas ça le discours que font passer les collectifs qui sont aujourd'hui mobilisés. Ils disent que la police est raciste et ça, ce n'est pas vrai. Et on n'a pas à répondre à cela. Il y a deux sujets effectivement. Il y a les violences policières et il y a le racisme dans la police. Une auditrice me dit si il y a du racisme anti-blanc, évidemment qu'il y a du racisme anti-blanc. On n'a jamais dit le contraire. Et effectivement, on a vu la statue de Churchill ce week-end en Angleterre qui a été taguée et déboulonnée. Et ce matin, Taha Bouaf dit et les statues de Colbert, on s'en occupe quand? Donc il y a un militantisme évident anti-blanc. Maintenant, ce que je voulais dire par rapport à Sophie, c'est qu'il y a aussi un racisme, en tout cas c'est plus compliqué pour les personnes issues de l'immigration et les Noirs de trouver et du boulot et un logement. Et c'est vrai que ces débats sont extrêmement difficiles, mais on vous attend. On aura Béatrice en ligne avec nous, 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Alors avant de passer la parole à notre auditrice, je vous signale, cher Jean-Luc Benamias, qui rendait hommage aux défenseurs des droits, que le 4 juin dernier, le défenseur des droits tweetait: les réclamations aux défenseurs des droits concernant le comportement des forces de l'ordre ont fortement augmenté ces dernières années, mais dans 90% des cas, le défenseur des droits conclut qu'il n'y a pas de manquement de la police ou de la gendarmerie. Donc il est un petit peu schizophrène, notre défenseur des droits. N'est-il pas? Je ne crois pas. Il fait son métier et il fait son boulot. Donc il a raison. Oui. Donc quand il dit que 90% des cas, il n'y a pas de manquement des policiers, donc il n'y a pas de violence, donc il n'y a pas de faute. Et dans 10% des cas, il y a des violences policières. Voilà, c'est tout. Oui, mais 90-10, par rapport au tapage médiatique, par rapport à la demande du Premier ministre, du Président de la République de réformer la police. Et je n'invente pas ce qu'a démontré Street Press cette semaine, les réseaux sociaux dans lesquels un certain nombre de milliers, ça reste à vérifier que ce sont policiers ou gendarmes, mais un certain nombre de milliers, il s'agit de 8000, déclaraient des choses absolument insensées et racistes dans tous les sens du terme. Non, mais je suis d'accord avec vous. Jacques Toubon va finir Premier ministre de... Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, si par malheur il était élu président de la République en 2020. Je ne voudrais pas parler à la place de Jacques Toubon, mais je pense que Jacques Toubon a arrêté sa carrière politique au sens d'être volontairement très longtemps, ministre. Il fait un peu de la politique, non? Non, il a un poste confortable. C'est pas pour rien que je vous ai parlé tout à l'heure de Dominique Baudis,
qui était pareil que lui, Dominique Baudis, qui venait lui aussi de la droite démocratique et républicaine française, qui était une centriste pour Dominique, et qui disait à peu près la même chose en tant que défenseur des droits. C'est tout, ils font leur boulot. Allez, on a Béatrice qui nous appelle d'Avignon. Bonjour Béatrice. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Bonjour, eh bien, écoutez, moi je suis ravie quand même d'entendre, parce que je boue depuis 2-3 jours à voir toutes ces manifestations qui sont, surtout en France, qui sont anormales. Je ne comprends pas que tout le monde manifeste comme ça contre la police. On n'est pas raciste, mais la police, la pauvre, moi je la soutiens, et d'ailleurs je suis d'accord avec Madame de Menton, je la soutiens. Il y a un monsieur qui a un petit accent italien que j'aime bien aussi. Oui, Matteo Ghisalberti. Oui, j'aime beaucoup, parce qu'en fait il est logique. La LICRA, n'en parlons pas, je déteste. Mais par contre, ils sont pas logiques. Moi, je dis que de toute façon, les policiers en ont marre. Ils sont agressés en permanence. Quand on les tue dans leur voiture, quand on les tue chez eux, quand on les tue, on n'en parle pas de ça. C'est normal, ça fait partie de leur métier. Eh ben moi, je ne suis pas d'accord. Heureusement qu'on a la police pour nous défendre. Parfois, c'est vrai qu'ils sont excessifs parce qu'ils en peuvent plus. Donc maintenant, il faut arrêter. De toute façon, tous ces gens, des Nike Noah, des machins, des trucs, et tous ces gens un peu colorés qui ont fait leurs études en France et qui maintenant gagnent des millions d'argent grâce à nos écoles, eh ben, qui se taisent un petit peu et qui restent en France aussi pour payer leurs impôts. Alors maintenant, moi, je suis pour la police et je resterai pour la police. Voilà. Oui, bon, bah écoutez, mais on a... Oui. On a bien entendu et ça me paraît un cri du cœur qui est partagé par beaucoup de gens. Michel Taube. Madame, si je me permets, les propos sur la LICRA que vous dites sont assez injustes. C'est une organisation de lutte contre le racisme et l'antisémitisme avec laquelle moi j'ai eu des divergences également dans le passé, mais on ne peut pas dire ce que vous avez dit. Et je pense encore une fois, le problème n'est pas de prendre position pour ou contre la police, pour ou contre un tel. Le problème, c'est de ne pas céder à cette surenchère racisante qui est terrible et qui va faire des dégâts considérables parce que notre pays n'y est pas prêt. Et on y est là, dans les discours qui sont tenus par les uns et les autres, et c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Oui, c'est dangereux. N'oublions pas qu'en France, il y a aussi un danger pour certains de nos concitoyens à sortir avec une kippa sur la tête. Et on n'a pas des millions de personnes qui ne sont pas des millions, mais des milliers de personnes qui vont manifester, dire qu'il n'y aura pas de paix jusqu'à quand il n'y aura pas de justice. Et puis, excusez-moi, j'ai entendu dire que la France est terroriste, raciste et esclavagiste. Hier, je suis passé avec mes enfants. Sans oublier les patrons. Oui. Je suis passé à côté du monument à la gloire, enfin à la mémoire des militaires français tués dans les opérations extérieures. Eh bien, je me suis dit, c'est ça la France raciste, esclavagiste et terroriste. Je me suis énervé, honnêtement, parce que on peut avoir des idées vraiment très critiques vis-à-vis d'un système. Mais on ne peut pas dire que la France est terroriste, désolé. Mais Mathéo, c'est très important ce que vous dites, parce que beaucoup de ceux qui organisent ces manifestations sont contre la présence de la France sur les théâtres d'opération, sont contre la présence de la France au Mali, sont contre la lutte contre le terrorisme islamiste. Et parce que certains d'entre eux sont des islamistes, je le dis clairement. Il y a malheureusement aujourd'hui dans les banlieues françaises une soudure qui se fait entre des mafias délinquantes d'un côté et des islamistes radicaux de l'autre. Et cette dimension-là, elle joue à fond aujourd'hui dans les banlieues pour créer ces territoires perdus de la République. Et donc, la relation que vous faites, elle est malheureusement très pertinente. Parce que beaucoup de ceux qui ont manifesté mardi dernier sont contre la présence de la France sur les théâtres de lutte contre le terrorisme. C'est ça la triste réalité de cette société française qui est en train d'émerger. Oui, mais alors Jean-Luc Benamias. Tout ça m'attriste. Oui, c'est très triste. Vous ne dites pas que des contre-vérités, mais dire qu'il y a bien sûr un certain nombre de discours que j'ai entendus comme vous dans ces manifestations, un certain nombre de déclarations absolument insensées sur la France qui serait dictatoriale, qui serait plus une démocratie, qui serait plus une république. Mais entre ces discours-là et la participation de dizaines de milliers de personnes à ces manifestations, notamment dans la jeunesse française, qui n'est pas totalement toujours issue des quartiers en difficulté, ne pas regarder ça de près, ne pas regarder comment cette société est divisée
et en problématique sérieuse de dysfonctionnement, moi je trouve que dans ces cas-là, il faut un discours responsable. Et je le redis, je trouve que le discours du défenseur des droits et un certain nombre de discours des organisations antiracistes, notamment la LICRA, notamment la LDH, notamment SOS Racistes, sont hyper utiles dans la période. Voilà. Après, bien sûr qu'il y a des extrémistes de tous bords. Malheureusement, il en existe aussi dans la police. Allez, on finit là-dessus. Vous allez retrouver André Berkoff dans un instant. Notez que Christophe Castaner tiendra une conférence de presse à 16h30 sur la police. Voilà, on continuera évidemment à débattre demain à 10h avec vous. Très bonne journée sur Sud Radio.